le roi du monde siégeant sur le trône du lion. La ville du soleil. Un royaume prospère et de paix. Des armes antiques capables de détruire la terre. Une bibliothèque de tous les savoirs. Une terre sainte trônant au centre du monde. En entendant ces mots, il ne fait presque aucun doute que vous pensiez qu'il s'agissait de One Piece. Mais si je vous disais pourtant qu'il n'en est rien, que tous ces termes ne proviennent pas de cette œuvre, mais bien d'une seule et unique légende de notre monde à nous, celle d'un royaume prospère sommeillant au centre de la Terre, gouverné par le roi du monde et sobrement nommé Agartha, la ville du soleil. Cette cité millénaire serait nulle autre que Laftel, l'ancien royaume disparu il y a de cela 800 ans. Alors pourquoi cette terre, pourquoi Agartha et pas une autre? Mais par-dessus tout, où se trouve-t-elle? Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde partie d'une de mes théories les plus importantes de ma chaîne. Le véritable emplacement de Laftel, l'île finale disparue depuis 800 ans. Après avoir décodé dans la première partie l'emplacement donné par les 4 autres poneglyphes que vous pourrez découvrir en cliquant en haut à droite de l'écran ou en barre d'infos, nous voici à présent sur le point de lever le voile sur le mystère entourant l'île ayant fait de Goldie Roger le roi des pirates. Une étape importante des théories des nerfs s'apprête à être franchie. Le compte à rebours est lancé, moins de 5 vidéos avant de conclure définitivement cette gigantesque théorie et vous révéler ce qu'est pour moi le One Piece. Alors si j'ai une seule et unique requête à vous faire, c'est simplement de laisser un j'aime à cette vidéo pour l'aider à être mieux référencée. C'est gratuit et c'est une aide inestimable pour le développement de ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait afin qu'on puisse atteindre le chiffre symbolique des 100 000 abonnés avant la fin de l'année. C'est un chiffre inatteignable, mais comme le dit Marshall Dietrich, jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. Et c'est sur ces mots qu'on va pouvoir commencer. Alors installez-vous confortablement et partons sur les traces de l'ancien royaume. Plongez 10 000 lieues sous les mers pour y découvrir un royaume peuplé d'hommes-poissons et de sirènes. Parcourir les cieux jusqu'aux confins de la lune pour y rencontrer des anges. Grimper à dos d'un éléphant millénaire où s'y cache la tribu des Minx. Découvrir une île dissimulée à l'intérieur d'une gigantesque baleine. Ou encore fouler le sol d'une terre préhistorique peuplée de dinosaures. Multiples sont les contrées insolites du monde de One Piece. Et même si ces paysages sont tirés d'un univers imaginaire, Oda mêle pourtant des cultures bien réelles de notre monde. Nous avons voyagé durant l'ère des civilisations précolombiennes, dans les terres de l'Égypte antique, au cœur du mythe de l'Atlantide, et même dans les écrits divins bibliques. Toutes sont issues d'horizons et cultures différentes, n'ayant rien à voir les unes des autres. Pourtant, nombre d'entre elles révèlent un étrange point commun. La mention dans leurs écrits d'un royaume immense et prospère, caché aux yeux du monde, et plus précisément au centre de la Terre. Ainsi, après avoir visité le plan terrestre, céleste, océanique et même spatial, l'île renfermant le trésor du One Piece, Laftel, se trouverait en réalité dans les entrailles de la Terre, au cœur même de la montagne rouge, Red Line. Pour comprendre comment tout ceci est possible, il faut revenir aux origines de la Terre creuse et l'un de ses plus célèbres mythes, le grand royaume d'Agartha. Appelée la Cité du Soleil, elle y est décrite comme un monde souterrain relié à tous les continents de la Terre, où ses habitants vivent dans la joie et la paix sans aucune once de violence. Ce peuple serait les survivants de civilisations antiques qui se seraient isolés sous terre après qu'une guerre ait éclaté à la surface. Ils y auraient archivé leurs connaissances et textes sacrés rédigés en Vatanyan, une langue secrète et indéchiffrable remontant à l'origine de la civilisation. Au centre de cet immense royaume se tient sa capitale, Shambhala, signifiant le lieu du bonheur où la joie dure toujours.
C'est ici que siège sur le trône du lion le roi du monde, désigné dans certaines versions comme Kalki, un roi au pouvoir gigantesque qui garderait un secret permettant de fabriquer des armes à la technologie avancée. On disait qu'elle pouvait détruire des contrées entières grâce à une mystérieuse énergie. Ces armes au pouvoir destructeur auraient été créées dans l'unique but d'être utilisées le jour prophétique de l'Apocalypse, où le roi du monde réapparaîtra pour chasser les forces des ténèbres et établir un nouvel âge d'or. La légende de ce royaume est encore aujourd'hui un mythe pour l'humain, qui d'après les dires des sages, ne pourrait le trouver sur une simple carte, accessible qu'à une poignée d'élus. Son entrée, quant à elle, serait dissimulée quelque part dans le monde, au cœur d'une montagne sacrée. Voici donc la majestueuse Agartha sommeillant dans les entrailles de la terre. Ce mythe est donc très important, car au-delà d'une simple légende, il m'a fait ressentir une sensation de déjà-vu, une sensation d'avoir déjà entendu ce récit quelque part. Un royaume caché, dissimulé aux yeux de tous, abritant un peuple pacifiste et joyeux, pourtant victime d'une grande guerre. Ces mots, je les ai retrouvés dans ceux du professeur Clover, l'homme qui consacra sa vie à découvrir l'histoire d'une civilisation disparue il y a de cela 800 ans. Selon ses découvertes, il régnait sur les mers un immense et magnifique royaume. Un royaume très puissant, doté d'armes antiques, capable de détruire le monde. Malheureusement, ses habitants avaient un ennemi redoutable, étant sur le point de faire disparaître cette civilisation. Lorsqu'ils comprirent ça, ces derniers laissèrent une trace écrite de leur histoire, et c'est ainsi que furent créés les poneglyphes. En réunissant ces stèles antiques, le monde découvrira les véritables archives de ce siècle oublié. Et tout comme Agartha, le jour promis, un élu de la prophétie viendra sur Terre pour dévoiler cette vérité au monde et ainsi établir une nouvelle ère de paix et de prospérité. Ainsi, de ces deux récits, les similitudes se croisent et se ressemblent. À cet instant précis, vous ne pouvez peut-être pas encore réaliser à quel point Agartha semble si identique à l'ancien royaume, car tout ce que je viens de vous présenter n'était qu'un bref aperçu de l'histoire épique de cette civilisation et cette cité. Quand nous mettons bout à bout le récit d'Agartha à celui de One Piece, on s'aperçoit alors qu'ils ne forment plus qu'un seul et même récit. Agartha et Laftel sont dites introuvables sur une carte. Les entrées d'Agartha seraient dissimulées aux 4 coins du monde, dont seuls certains élus seraient en mesure de les trouver. Pour Laftel, c'est le même principe. 4 autres poneglyphes ont été éparpillés dans le monde, dont seule une poignée d'élus peuvent les décrypter. Le peuple d'Agartha avait créé un langage codé et unique, qu'ils ont transmis dans des archives secrètes contenant toute l'histoire de l'humanité. Ici, cela nous ramène à nouveau au poneglyphe, recélant l'histoire complète du siècle manquant. La capitale du royaume d'Agartha se traduit par lieu de paix et de bonheur. Tout comme l'ancien royaume y est décrit par Clover comme un royaume prospère où vivait durant cette ère le garçon joyeux Joy Boy. Agartha se traduit littéralement par la cité du soleil, de même que ses habitants sont considérés naturellement comme le peuple du soleil. Une notion qui nous replonge au cœur de ma théorie Luffy, le dieu solaire, où cet astre fut mis en lumière à travers l'importance de lever l'aube sur le monde. De Fuchsia à Alabasta, en passant par Skypiea, Thriller Bark, Dressrosa ou le dernier en date, Wano Kuni, tous ces arcs ont permis au futur roi des pirates de dissiper les nuages et faire apparaître un soleil flamboyant. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison puisqu'est apparu un personnage mystérieux du nom de Nika, le dieu du soleil, qui semble en tout point être l'incarnation de Luffy, libérateur des peuples esclaves à l'image des hommes poissons ou encore des Tontatas sauvés des griffes de Doflamingo. Agartha, le royaume de la paix, était gouverné par le roi du monde, siégeant sur le trône du lion. Des termes qu'on retrouve à l'identique dans One Piece. Le trône vacant où se dessinent 2 têtes de lion sur les accoudoirs était considéré comme un symbole de paix. Celui qui s'y assoit obtient alors le titre de roi du monde. Ce royaume possédait un immense pouvoir.
Le roi en personne avait le secret de fabrication d'armes ayant la puissance d'une bombe atomique capable de détruire des contrées entières. Un pouvoir considéré comme bien trop dangereux si ce dernier venait à tomber entre de mauvaises mains. Dans One Piece, c'est tout simplement au mot près les termes qu'emploie Clover pour décrire la puissance de l'ancien royaume. Des armes antiques capables de détruire le monde et craintes par le gouvernement si celles-ci étaient utilisées avec de mauvaises intentions. Le flashback de Roger et Oden a par ailleurs confirmé que les armes antiques ont été créées par le peuple de la dernière île qu'ils ont visitée, à savoir Laftel, qui serait en réalité l'ancien royaume. Selon certains écrits, les armes redoutables de ce royaume utilisaient une énergie appelée le vril, considérée comme de l'électricité. Cette race souterraine serait également capable de se déplacer grâce à des ailes artificielles et aurait pour serviteurs des automates. Ici, je pense que vous l'aurez compris, cette civilisation disparue ne serait nulle autre que le peuple lunaire Bilka, des hommes ailés utilisant l'énergie de l'électricité pour éveiller leurs serviteurs, les Spacey, traduit tout simplement par automates. Ces armes d'Agartha seraient destinées au retour du roi du monde, Kalki, venu chasser les forces des ténèbres sur Terre et ainsi établir un nouvel âge d'or. Dans One Piece, il s'agirait naturellement de Luffy, le futur roi des mers, chassant Barbe Noire et ses pouvoirs des ténèbres. Cet affrontement prophétique rejoint alors deux de mes théories des nerfs. La première se basait sur cette roue aperçue sur les fresques de Bilka. Il s'agissait de la pierre du soleil, annonciatrice de l'apocalypse et provoquée par le 5e soleil qui serait selon moi Luffy. Cette fin du monde faisait ainsi écho à la prophétie de Shirley où Luffy détruirait un jour l'île des hommes poissons, venant ainsi appuyer mon hypothèse d'une grande guerre finale dans l'œuvre après avoir appris l'histoire du siècle manquant sur Laftel. La seconde, quant à elle, évoquait l'affrontement du futur roi des pirates face à Barbe Noire. L'incarnation de Kalki en Luffy, l'élu de la prophétie, face aux ténèbres, Marshall D. Teach, qui engloutiront le monde. Agartha était décrite comme un immense royaume, qui à la suite d'une grande guerre dut se réfugier sous terre, emportant avec lui son histoire et son savoir. Dans One Piece, Clover fit la découverte d'un gigantesque et puissant royaume disparu aujourd'hui. Ce peuple avait un ennemi qui devint par la suite le gouvernement mondial et qui fit disparaître toute trace de cette civilisation. Malheureusement, notre professeur fut assassiné avant de pouvoir nous donner son nom. 572 chapitres plus tard, Oda nous dévoile l'arrivée de Roger sur Laftel et notre roi des pirates va préciser une chose très importante. L'île finale qui n'a jamais été vue depuis 800 ans. Et si nous l'appions Laftel? Cette phrase est l'ultime preuve qui démontre que Laftel n'est autre que l'ancien royaume. Comme vous avez pu le voir, la légende de cette contrée mythique est une reproduction parfaite de l'ancien royaume, ou comme la nomme Roger, Laftel. Ainsi, il y a 3 ans et demi, à l'époque où j'écrivais cette théorie que vous voyez actuellement, ni Pangea, ni le terme roi du monde, ni le dieu solaire, ni même le symbole du trône n'étaient apparus dans One Piece. Pourtant, aujourd'hui, tous ces termes sont apparus dans l'œuvre et sont connus par chacun de vous. Oda n'a eu de cesse au fil des années de me conforter à l'idée qu'Agartha était bien l'ancienne cité antique de Laftel. C'est pourquoi cette dernière île de Grand Line devait se trouver en toute logique au même endroit que ce mythe, c'est-à-dire au centre de la Terre. Imaginer une île souterraine dans One Piece n'est pas dénué de sens quand on observe un peu mieux les secrets entourant certains pays. La maison des jouets était cachée dans un sous-sol sous le palais royal de Dressrosa. C'est par l'empreinte d'un escalier souterrain que les Chandias se rendaient dans leur majestueuse cité d'or, recélant le poneglyphe indiquant Poséidon, que le royaume d'Alabasta abritait le tombeau Néfertari où était enfermé le poneglyphe de Pluton, et que le shogun du pays des Wa cachait au sous-sol de sa capitale un poneglyphe au contenu encore inconnu. Au cœur de Red Line, dans le château Pangea, Im-sama utilisera
découvrira un escalier qui l'a conduite à une chambre froide, gardant un mystérieux et gigantesque chapeau de paille. Enfin, à Impel Down, il existait une zone secrète creusée à l'intérieur d'un rocher, appelée Jardin fleuri secret des prisonniers. En conclusion, les pays affiliés à l'Ancien Royaume et au gouvernement mondial ont tous un lieu important avec un passage souterrain donnant accès à une partie du passé. Cette notion souterraine fut par ailleurs l'un des points clés évoqués dans la première partie, puisque c'est dans une grotte mystérieuse que Baggy le clown pensait y trouver le célèbre trésor du Captain John. Ce même trésor qui nous permit de relier les 4 îles au crâne capables de localiser Laftel. C'est la raison pour laquelle la dernière île pouvait se trouver au centre du monde. Mais fallait-il savoir comment y accéder? Si l'Ancien Royaume dans One Piece tire son inspiration d'Agartha, il est tout naturel de penser que pour y accéder, connaître l'entrée de cette dernière suffit. Seul problème, sa localisation est aussi complexe que celle de Laftel, car les grottes souterraines menant à cette cité millénaire diffèrent d'une version à l'autre selon les peuples. C'est pourquoi je ne vais citer que les 4 plus célèbres, car en étudiant chacune d'elles, je me suis aperçu d'une chose. Quels que soient les lieux donnés par ces différentes civilisations, ils se rassemblent d'une façon ou d'une autre en une seule et même contrée dans One Piece. Red Line, l'infranchissable terre des dieux. Le premier mythe fait mention d'une entrée située tantôt au pôle Nord, tantôt au pôle Sud. Ces deux hémisphères sujets à tant de débats entre Baggy et Shanks sont représentés sur la carte du monde de One Piece, précisément aux 2 extrémités de Red Line. La seconde entrée nous mène au cœur des croyances tibétaines, l'Himalaya. Considérée comme la plus vaste, la plus longue et la plus haute chaîne de montagnes de la Terre, elle y est décrite dans les textes traditionnels comme le lieu originel des dieux et centre de l'univers. Dans One Piece, cette montagne est symbolisée de nouveau par Red Line, où trône d'un côté Marie-Joise, décrite comme le centre du monde, résidence des dieux célestes, et de l'autre, le plus haut sommet hivernal, Rivers Mountain, surnommé par Luffy la montagne enchantée. Cet immense rocher est particulier puisqu'il va nous mener à la 3e entrée d'Agartha, la montagne inversée des Mayas. Dans One Piece, cette civilisation fut la source d'inspiration principale des îles célestes, dont sont issus les Chandia, Skypéens, mais surtout les Bilkans. Grâce aux mini-aventures des nerfs, j'ai pu retracer l'origine des dessins de l'ancienne cité Bilka. On y retrouve divers symboles aztèques ainsi qu'une roue centrale appelée Pierre du Soleil. L'histoire révèle que cet astre incandescent provoquera l'apocalypse sur Terre, menant à la fin de l'humanité. Ce cataclysme surviendrait des suites d'un changement de rotation de la Terre impliquant une inversion des pôles magnétiques. Dès lors, le pic de Bugarash, avec ses pôles magnétiques déjà inversés, serait alors le seul lieu de refuge permettant d'échapper à cette fin du monde. Dans One Piece, ce phénomène d'une Terre tournant dans le sens inverse fut déjà évoqué par Oda lors d'un SBS. C'est pourquoi, dans ma théorie sur le rôle des armes antiques, j'expliquais qu'après que Luffy ait atteint Laftel, une grande guerre aurait lieu, provoquant à la fois la destruction du monde tout en remettant les choses dans le bon ordre. Ainsi que ce soit une montagne enneigée, inversée, elle nous ramène toujours dans One Piece à cette montagne rouge sang appelée Red Line. Cependant, Red Line est vaste, tout en étant considérée comme un continent à part entière, puisqu'elle entoure entièrement le globe. L'entrée de Laftel peut ainsi se situer n'importe où sur cette montagne. C'est pourquoi seul le croisement des 4 îles au crâne dévoilé dans la première partie de cette théorie sera en mesure de déterminer avec précision sa localisation. Malgré tout, il est tout de même possible d'envisager un lieu plus précis. L'unique entrée qui permit aux Mugiwara d'accéder au vaste océan de Grand Line, Rivers Mountain. Comme le mythe maya nous le raconte, le jour venu de l'apocalypse, ce peuple trouvera refuge au sommet de la montagne inversée. Cette montagne, on peut l'identifier précisément dans One Piece, puisque Rivers Mountain se traduit littéralement par montagne inversée. En prenant en compte ce détail, on pourrait imaginer qu'après la grande bataille finale de l'œuvre, là où Luffy serait amené à détruire l'île des hommes poissons et que les armes antiques déchaîneraient leur pouvoir, tous les peuples pourraient se réunir sur la terre rouge de Rivers Mountain, ne formant plus qu'une seule et même pièce, le One Piece, ici même où l'entrée de ce trésor réside. Un détail des plus pertinents quand on sait que la traduction japonaise du One Piece, Hitotsunage no Daiho, peut signifier l'incroyable trésor caché qui relie les gens
le trésor de la combinaison humaine. L'ultime découverte que fera Luffy à travers le One Piece, en plus de faire de lui le roi des pirates, apportera le salut au peuple et la paix à travers les mers. Mais avant cet âge de prospérité, une grande guerre et un cataclysme devraient éclater. Finalement, le véritable secret du One Piece se trouverait tout simplement dans son nom. Les traductions japonaises de ce célèbre trésor sont nombreuses, puisque cette langue est riche de significations et de jeux de mots, ce à quoi Oda a pris un malin plaisir à créer de toutes pièces. Ainsi, Hitotsunagi no Daiho peut signifier bien des choses. Le trésor de la combinaison humaine, la corde qui tient tous les gens ensemble, ou encore l'incroyable trésor caché qui relie les gens. Mais celle qui va nous intéresser ici est la traduction la plus complexe. Le trésor d'une seule mer calme. Et c'est de nouveau à Rivers Mountain qu'elle y dévoilerait tout son sens. Ce lieu est exceptionnel car les rivières des 4 mers se rejoignent au sommet de cette montagne. En prenant le sens premier de Rivers Mountain, soit montagne inversée, on peut alors imaginer qu'en renversant littéralement cette montagne, les 4 mers d'East Blue, North Blue, South Blue et West Blue, ainsi que Grand Line et Campbelt, convergeront en un seul point pour dévoiler la légendaire All Blue. All Blue, le trésor d'une seule mer. All Blue って知ってるか？その海にはよ、イーストブルー、ウエストブルー、ノースブルー、サウスブルー、この4つの海にいる全種類の魚が住んでるんだ。L'océan brisant les frontières de tous les pays et formant la symbolique du One Piece. Rivers Mountain serait alors l'entrée menant à Laftel. Cette brèche dans Red Line conduirait au cœur même de l'ancien royaume perdu depuis 800 ans désormais. Ce grand trésor, comme tout trésor pirate qui se respecte, est indiqué par une carte montrant précisément son emplacement et se trouvant sous nos yeux depuis 24 ans. Présente depuis le tout premier tome, cette carte n'est autre que le logo de One Piece. Abordé et détaillé dans la première vidéo sur Laftel, j'ai pu vous dévoiler ce que serait le véritable sens de ce logo et du secret qu'Oda y aurait caché. Ainsi, la corde qui rattachait la lettre O de l'encre sur la lettre E se devait d'être détachée pour y ouvrir la bouche du crâne et y laisser apparaître le trésor. Un jeu de pistes qui nous fut en réalité dévoilé par Oda dans le color spread du chapitre 100, là où les Mugiwara s'apprêtaient à franchir pour la toute première fois la montagne rouge. Toutefois, si la lettre E symbolisait la fin de l'aventure, la lettre O, quant à elle, symbolisait le commencement. Et c'est justement à Rivers Mountain que les Mugiwara ont véritablement commencé leur aventure sur Grand Line. On y retrouve par ailleurs la même croix au début de ce logo qui forme la parfaite représentation de Rivers Mountain sur une carte. Et cette hypothèse va s'intensifier avec la toute dernière entrée potentielle d'Agartha, l'Ayer Rock. Ce peuple avait pour croyance l'existence d'un monde nommé Dreamtime, le temps du rêve, accessible uniquement par la montagne rouge. Voici comment il dessinait la façon dont il percevait ce monde mystique. Un trait horizontal, un trait vertical, entrecroisé par 2 autres traits en diagonale. Nous avons là la représentation parfaite de Rivers Mountain par Eiichiro Oda. C'est en son centre que se trouvait l'entrée de ce royaume et où flottait le temps du rêve. Cela ne fait plus aucun doute, cette montagne enchantée, comme l'a nommé Luffy, est intimement reliée à la symbolique du rêve. Car c'est ici même qu'au chapitre 100, les Mugiwara s'apprêtèrent à faire leur entrée sur Grand Line. Avant de gravir cette immense falaise, ils ont tenu à célébrer leur baptême, réaliser chacun leur rêve, dont celui de devenir le roi des pirates. Si Rivers Mountain est véritablement l'entrée de la dernière île de Grand Line, cela signifierait que les Mugiwara ont tenu leur promesse aux portes de celle où ils la réaliseront des années plus tard. Les rêves constituent le fil rouge de l'aventure du One Piece. Chaque action de chaque personnage n'a vocation qu'à se rapprocher un peu plus de leur rêve, qui est pour eux leur seule raison de vivre. Protagonistes ou antagonistes, bons ou mauvais, héros ou méchants, tous aspirent à réaliser leur plus grand désir.
De Luffy à Doflamingo, en passant par Crocodile, conquérir le titre de roi des pirates est devenu leur seul objectif de vie, nécessitant une volonté à toute épreuve. L'aventure même des Mugiwara n'est en réalité que des obstacles, des étapes les séparant de leurs rêves. Les réaliser signera alors la fin de leur aventure et de la nôtre à leur côté. Mais pour dépasser Goldie Roger, seule la découverte de l'île mythique de Laftel leur permettra de décrocher ce titre royal. C'est pourquoi la symbolique du rêve tient une place centrale dans la quête de ce trésor. Car c'est sur cette terre de légende, ici même, que l'utopie des hommes deviendra réalité. Dans les mers de One Piece se trouve une île mentionnée une seule fois et qui serait peut-être le lieu où tous ces rêves pourrait se réaliser. Passé inaperçu auprès de beaucoup de lecteurs, puisque révélé seulement dans la cover du chapitre 643, il s'agit de Nakroa, l'île des rêves. Également appelée Dreamland, cette île recherchée par Montblanc Cricket aurait une importance bien plus profonde qu'on l'imagine. À l'image de la cité d'or de Chandora, perdue dans les îles célestes, cette nouvelle île légendaire et inconnue ne serait en réalité ni plus ni moins que le nom donné à la véritable Laftel avant que Roger ne la renomme. L'île où les rêves deviennent réalité, ici même où Monkey D. Luffy deviendra le roi des pirates. Nakroa Dreamland serait alors le véritable et premier nom de Laftel, dissimulé au sein même de Rivers Mountain. Une ironie quand on sait qu'à l'exact opposé se tient la rêverie, le lieu de réunion des rois dans l'espoir utopiste de changer le monde. Un monde d'utopie empli de rêves qui m'a alors beaucoup rappelé un conte féerique issu de notre monde. Le légendaire Neverland, pays imaginaire de Peter Pan, accessible uniquement par le biais du rêve. Cette île mythique recelait en son sein Neverpeak Mountain, la montagne centrale du pays imaginaire. Mais par-dessus tout, c'est dans ce pays des merveilles que jonchait la grotte secrète où fut caché le célèbre trésor du Capitaine Crochet. Et son nom n'est autre que Skull Rock, le rocher du crâne, l'unique endroit où les pirates se sentaient chez eux à Neverland et pouvaient voguer librement. Un QG pirate trônant sur l'île au crâne, au pays des rêves. Comme un air de déjà-vu avec la première partie de cette théorie, celle vous ayant permis de comprendre l'importance du Jolly Roger et de l'île des pirates, qui formerait en son centre Laftel, Skull Island. La boucle était ainsi bouclée. Le pays imaginaire détenant cette île au crâne aurait alors pu inspirer la mythique Nakroa Dreamland dans One Piece, et serait alors le véritable et premier nom de Laftel, dissimulé au sein de Rivers Mountain et réduit à l'état de mythe des siècles plus tard. Celui-là même que Clover aurait pu dévoiler si le gouvernement ne l'avait pas exécuté. Ainsi que cette île soit un lieu de refuge pour le peuple lors de la grande et dernière bataille finale, et où qu'elle symbolise la croyance de Dreamtime, le temps du rêve, les entrées de ce royaume nous auront mené à notre Agartha à nous. Redline, cette terre rouge où vivaient ceux ayant effacé l'histoire d'une civilisation prospère. Une civilisation qui nous aura finalement permis de comprendre les véritables idéaux de cette terre de légende. Ceux de la liberté, dont l'architecture de l'île symbolise un Jolly Roger entouré de l'unique océan d'Olby. Ici même, chaque être vivant parvient à réaliser ses rêves. À présent que nous sommes en mesure de localiser Laftel, il est temps d'entrer dans les archives de ce monde et d'y révéler ce que serait réellement le trésor du One Piece. Celui-là même dont Monkey D. Luffy et son équipage s'empareront à la fin de leurs aventures.